Bien à vous, chers fidèles de la télévision rwandaise, en particulier les inconditionnels de notre émission. Majuscule propos, notre rendez-vous hebdomadaire qui nous permet de décrypter l'actualité tant nationale qu'internationale. Une émission qui passe en revue les thématiques de la vie nationale et internationale. Et bien aujourd'hui, nous allons parler de la gouvernance à la lumière du dialogue national Umushyikirano qui vient de s'achever à Kigali dans sa 20e édition, confirmant une fois de plus l'importance de cet espace d'échange unique entre les dirigeants et la population. Et cette année, un accent particulier a été mis sur la gouvernance responsable, l'obligation de rendre des comptes, l'amélioration de la prestation des services, sans oublier l'autonomie du Rwanda. Mais alors, au-delà des discours, que représente réellement le dialogue national Umushyikirano dans sa reconstruction d'un État efficace et proche de ses citoyens? Comment ce mécanisme contribue-t-il concrètement à la gouvernance et au développement du pays, le Rwanda, un pays qui a une histoire, un pays qui s'est reconstruit et qui accélère son développement? Eh bien, c'est ce qui va nous occuper tout au long de cette émission. Et pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau l'ambassadeur Joseph Mutaboba. Bienvenue à cette émission. Merci beaucoup. Ambassadeur Mutaboba, vous êtes ancien diplomate, vous avez vécu le dialogue national dans ses débuts et vous suivez la politique nationale de très près et vous allez nous aider à comprendre le dialogue national Umushyikirano, ses particularités, ses avantages et sa contribution au développement du pays en général. Avec nous également sur ce plateau, Ladislas Ngendahimana, vous êtes analyste politique et vous suivez de très près la gouvernance du Rwanda. Ladislas, bienvenue dans notre émission. Merci de l'invitation. Et pour commencer, je vais vous proposer un reportage qui nous rappelle les grands moments qui ont marqué le dialogue national Umushyikirano qui a débuté en 2003. Un reportage de notre confrère Jean-Benoît Michel pour commencer. Depuis sa première édition 2003, le Conseil national Umushyikirano s'est imposé comme un pilier solide de la recherche collective des solutions visant à promouvoir le développement et améliorer les conditions de vie des citoyens. En réalité, dans ce cadre, ont été prises des décisions stratégiques majeures ayant permis au Rwanda de se doter de politiques solides favorables au bien-être des Rwandais, à l'amélioration de leurs conditions de vie et au développement du pays. Ce sont ces orientations qui ont servi de fondement au Rwanda que nous connaissons aujourd'hui. Ce forum a apporté un réel réconfort à tous les Rwandais, car personne n'imaginait pouvoir s'adresser directement au président de la République, lui faire part de ses aspirations profondes et exprimer la souffrance causée par certains dirigeants qui n'avaient pas résolu ces problèmes. Des programmes tels que Umurenge Sako, Giringa et entre autres sont issus des résolutions adoptées lors des différentes sessions du Conseil national du dialogue. Le programme Giringa a été conçu pour stimuler le développement économique des ménages vulnérables et lutter contre la malnutrition. Ce programme a également contribué à l'augmentation du cheptel bovin national. Selon le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales, plus de 452 000 vaches laitières de différentes races avaient été distribuées aux citoyens à travers le pays à l'horizon 2024. Plusieurs bénéficiaires témoignent que ce programme a considérablement amélioré leurs conditions de vie. Grâce à ce programme, j'ai pu acquérir une maison et un terrain. Je n'ai rien à reprocher au chef de l'État. Il m'a fait du bien en me sortant de la pauvreté. Et aujourd'hui encore, tout le monde peut constater que je ne suis plus pauvre. Le programme VUP figure également parmi les initiatives issues d'Umushyikirano, avec des citoyens qui attestent de son impact positif sur leur quotidien. Lorsque j'ai contracté mon premier crédit, j'étais classée dans la 2e catégorie. Aujourd'hui, au vu des progrès réalisés, je suis passée à la 3e catégorie sans difficulté. Je participe à des groupes d'épargne et je peux assurer la mutuelle de santé de mes enfants.
L'ambassadeur Harebamungu Mathias souligne que les résolutions adoptées lors de Mushikirano ont contribué à l'amélioration des indicateurs sociaux clés, notamment l'espérance de vie passée de 48 ans en 2003 à près de 70 ans aujourd'hui. Ubuzima bw'u Rwanda bw'abanyarwanda icyizere cyo kuba cyari imyaka 48. L'espérance de vie était de 48 ans, elle est aujourd'hui proche de 70 ans. Parallèlement, la lutte contre la malnutrition a permis une réduction significative de la mortalité infantile, avec un taux de décès des enfants de moins de 5 ans, passé de 155 pour 1000 à 33 pour 1000 en 2023. Ces avancées sont en grande partie attribuées à des programmes comme Girinka, qui ont joué un rôle majeur dans la transformation du Rwanda, tel que nous la connaissons aujourd'hui. Le produit intérieur brut du pays a également poursuivi sa progression, atteignant 5 525 milliards de francs rwandais au troisième trimestre 2025. Le ministre d'État chargé du Trésor national, Godfrey Kabera, indique que parmi les résultats des résolutions issues de Mushikirano figure l'augmentation des investissements directs étrangers, qui ont atteint 35 millions de dollars américains. Différents projets ont été présentés et débattus, montrant aux citoyens comment ils peuvent contribuer au développement national, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, de la construction et d'autres secteurs. L'investissement des Rwandais vivant à l'étranger a atteint 35 millions de dollars, ce qui constitue une avancée encourageante et témoigne de leur engagement. Des analystes économiques et des experts politiques estiment que les acquis du Conseil national du dialogue sont nombreux, notamment le renforcement de l'esprit d'autonomie et d'autosuffisance chez les Rwandais, à l'origine de la création du Fonds de développement Agaciro. De cette manière, les Rwandais ont compris que l'unité nationale était acquise. Tous ont rejeté toute forme de dépendance extérieure et ont choisi de se concentrer sur la capacité à réfléchir par eux-mêmes et à prospérer sans dépendre de la volonté d'autrui. Le développement économique, la gouvernance et le bien-être social figurent parmi les principaux axes du Conseil national de Mushikirano. Cette instance réunit des responsables gouvernementaux ainsi que des Rwandais vivant à l'intérieur du pays et à l'étranger, en fait d'évaluer les réalisations, examiner des défis existants et définir des stratégies pour accélérer davantage le développement national. Le gouvernement du Rwanda a instauré Mushikirano comme une solution innovante et endogène visant à aligner les programmes de développement national sur l'histoire, les valeurs et les aspirations du pays. Voilà, le dialogue national Mushikirano qui a une histoire. C'est la 20e édition qui vient de s'achever. L'ambassadeur Joseph Mutaboba, vous avez vu naître ce dialogue national. Pourriez-vous d'abord, pour commencer, nous parler de son origine? D'où est venue cette idée du dialogue national Mushikirano? L'idée du dialogue national Mushikirano est née de la situation que nous avons héritée en 1994 et après, oui, où le pays était à genoux, complètement dévasté. Donc, les défis que le pays éprouvait à ce moment-là étaient beaucoup plus supérieurs à quoi que ce soit comme moyen pratique de pouvoir faire quoi que ce soit. Mais même la façon de penser était très conditionnée. Oui. Parce que souvent, on pouvait dire, nous avons des défis de ce genre. Comment allons-nous faire? Les moyens sont limités, mais les personnes, les citoyens, doivent vivre, doivent se développer, doivent travailler, doivent être unis, doivent... Donc, on devait vivre. La vie devait continuer et le système tel que nous l'avons conçu faisait en sorte qu'on se dit, ne cherchez pas, n'attendez pas. Si vous attendez de l'extérieur, peut-être que ça ne va pas arriver. Et si ça arrive, ça peut arriver après la pluie.
akimuhana kazi muri iyi si. Donc, autant ne pas se recroqueviller sur soi-même et avaler les misères qu'on avait ou qu'on pouvait voir grandir. Non, on dit, il faut les braver plutôt. Soyons proactifs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à la situation? Le peuple rwandais, tel qu'il était après le génocide perpétré contre les Tutsis, c'était un peuple qui était à la requête, à la recherche plutôt de soi-même. Donc il fallait une sécurité solide. Et deuxièmement, les gens se sont retrouvés face à face. On se dit, mais comment est-ce qu'on va vivre ensemble? Il faut poser cette question et il faut trouver une réponse. Mais ce n'est pas tout. Et ça, c'est surtout le point important. Comment est-ce qu'on peut avancer dans la vie, dans le développement des Rwandais? Parce que ça, c'est le point important. Ensemble, comment est-ce que nous pouvons confronter les défis et essayer de nous relever du gouffre dans lequel nous étions. Oui. Et ça, il fallait bien qu'on le dise, c'est un problème rwandais, c'est une situation qui nous incombe ici. Nous devons trouver des solutions rwandaises. Et bien sûr par élaboration, parce que nous, et là je crois que ça fait une différence assez énorme dans la gestion de la chose publique. Oui. Comment est-ce qu'on peut penser, pas seulement au Rwanda, aux Rwandais, mais plutôt à nos frères et sœurs africains. Et c'est pour cela que moi je crois encore aujourd'hui que ce modèle de Mushikiwabo devrait aller de l'avant et essayer d'être un modèle que les autres Africains peuvent adopter. Oui. Parce qu'il y a beaucoup à apprendre dedans, il y a beaucoup à partager, et c'est simple. Oui. Et nous allons y arriver. Ladislas, vous suivez de près la gouvernance dans le pays. Quelle est, selon vous, la signification profonde de ce dialogue national dans la gouvernance du Rwanda aujourd'hui? Merci de la question. Je pense que la signification profonde de Mushikiwabo va au-delà du dialogue national. Parce que cette instance-là, au Mushikiwabo, c'est une instance multidimensionnelle. Il y a l'aspect gouvernance, bien sûr, pour forger la cohésion sociale, mais il y a aussi l'aspect de redevabilité, ou bien reddition des comptes, là où les autorités rendre compte de ce qu'ils font devant la population, mais aussi c'est une plateforme de gouvernance démocratique, là où les citoyens ou bien la population ordinaire rencontrent directement l'autorité supérieure du pays, en présence aussi des autorités, je dirais, les autorités intermédiaires. Oui. Parce qu'il y a l'autorité suprême qui est le chef de l'État, il y a les autres gouvernants, ou bien les autorités, et il y a la population. Donc il y a l'aspect là de gouvernance en matière de prise de décision, il y a aspect de redevabilité, reddition des comptes, et il y a aussi aspect de participation citoyenne en matière de prise de décision et de décision sur les politiques gouvernementales. Parce que les résolutions de Mushikiwabo deviennent des politiques gouvernementales, des politiques publiques et privées. Je dirais donc que Mushikiwabo va au-delà du dialogue, dans le sens où le dialogue, il s'agit de parler de face en face, mais Mushikiwabo forge aussi cette communion entre les dirigeants et les dirigés pour forger l'avenir de leur pays. Et toujours avec vous, Ladislas, cette 20e édition du dialogue national au Mushikiwabo a mis un accent particulier sur justement la redevabilité. Et depuis sa création en 2003 jusqu'à maintenant, comment évaluez-vous, parce que vous avez été dans les instances de base, vous en connaissez quelque chose, comment ce principe a évolué de la redevabilité quand le dialogue national a commencé et jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a une évolution vraiment palpable? La responsabilité des autorités publiques, en principe, c'est de mesurer le tempérament
de la population. Oui. Comment la population transpire, comment la population sent le gouvernement et les instances publiques. En principe, c'est ça le mandat principal des autorités publiques et des politiciens. Il s'agit de s'assurer que les citoyens sont satisfaits de ce qui est fait et s'assurer que les citoyens prennent la responsabilité de leur destinée. Pour l'évolution de M. Tirano depuis le début, en 2003, il faut retenir au début que M. Tirano a été introduit quand le Rwanda était encore en période d'urgence. On sortait du génocide perpétré contre les Tutsis, mais il y avait aussi les cicatrices de la guerre des infiltrés à Tchengezi, mais il y avait aussi la pauvreté qui dominait sur tous les niveaux de la vie. Je ne vais pas parler de l'aspect sécurité, relations internationales aussi à Somala qui était très fragile. Les populations, comme la pauvreté à Somala était, je dirais, au plus haut niveau, était très élevée. La population avait les aspirations qui étaient centrées surtout sur l'aspect individuel. C'est pourquoi au début, M. Tirano, c'était comme un tribunal. Là où les autorités, quand on allait là pour M. Tirano, chaque citoyen qui prenait la parole, généralement c'était pour accuser ou bien c'était pour présenter des doléances individuelles ou bien personnelles, parce que les gens étaient encore pauvres, n'étaient pas encore politiquement éduqués. Alors, la croissance ou bien les différentes formes que M. Tirano a pris au cours du temps étaient décidées ou bien étaient en fonction de la croissance de l'éducation, de la maturité politique et de la population. Autant le pays s'est développé économiquement, socialement et en matière d'éducation politique, autant la forme de M. Tirano a changé. Maintenant, quand vous voyez les interactions entre les citoyens et les autorités, il n'y a plus de questions individuelles ou bien des questions qui sont comme des plaintes ou bien comme des accusations. On présente maintenant des doléances qui sont de portée nationale ou bien de portée communautaire. On ne voit plus des doléances dans M. Tirano qui sont personnalisées ou bien individualisées. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire il y a la maturité politique de la population, il y a aussi les réalisations socio-économiques sur le plan national qui forgent les aspirations des citoyens, maintenant qui posent des questions qui sont de nature diplomatique, de nature sécuritaire, de nature macroéconomique. On ne voit pas des gens qui posent des questions, je dirais, individuelles. Ce sont des questions macro qui influencent en principe les politiques gouvernementales au plus grand niveau. Oui, donc il y a une éducation citoyenne qui place le citoyen au centre de la vision même du pays, la vision de développement que le Rwanda s'est fixée. Et l'ambassadeur Mutaboba, vous l'avez souligné, le dialogue national au Tirano est né quand le pays sortait en fait du chaos, un pays qui avait été totalement ruiné avec le génocide commis contre les Tutsis en 1994. Et après sa naissance, le dialogue national au Tirano, est-ce qu'on peut dire qu'il a contribué à renforcer la confiance entre l'État et ses citoyens? La réponse est oui. Parce que vous voyez, il y a des positions que le gouvernement devait prendre à ce moment-là. Et il y avait des décisions radicales, je dois dire, qui étaient prises et qu'il fallait maintenant faire le monitoring pour savoir si ces décisions prises pour essayer d'améliorer la gestion du pays étaient suivies comme il se devait. Ça, c'est un. Ce faisant, quand le dialogue lui-même est né, ça c'est après les élections de 2003, et ceci était mis dans la Constitution que nous avons votée en 2003 aussi. Donc à l'article 168, pour dire, écoutez, ça devient obligatoire. C'est une référence qui va rester. On va toujours se poser des questions. Comment est-ce qu'on peut regarder sur tout ce qui se fait, les décisions prises, et essayer de voir comment on peut, année après année, en parler ouvertement et
faire comment vous dites, Rendre de compte. rendre de compte. Parce que ce n'est pas une question d'avoir, oui, nous avons décidé ceci, et puis quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Tout le monde est interpellé. Qu'est-ce que vous avez fait sur ça? Donc le dirigeant n'est pas là pour travailler pour lui-même, oui, mais il sert la population. Il sert la population. Donc, si vous êtes là pour servir la population, il faut que vous soyez capable de dire, voilà ce que j'ai fait. Le travail que j'avais à faire, il était comme ça. Les moyens que vous m'avez donnés, vous avez mis à ma disposition ou à notre disposition, étaient comme ça. Voilà ce que nous en avons fait et voilà le résultat. Parce que si on parle de développement aussi, Oui. alors quand il parle de développement, il parle de planning. Donc, vous avez planifié l'action et cette fois-là, avec la population ou avec les gens qui doivent jouir de ce programme. Alors, ensemble, vous devez maintenant dire, voilà où nous en sommes. Nous sommes venus de là, nous sommes là aujourd'hui, et voilà ce que nous voulons faire en plus pour essayer de continuer à grandir dans le développement que nous cherchons. Donc, ce genre de vérification, de check-up, de contrôle, Oui. c'est un travail qui est assidu, je sais, mais qui doit interpeller chacun et chaque fois. Donc, on ne va pas se lasser de dire, écoutez, moi j'ai fini. Non, 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 vous n'avez jamais fini. Oui. C'est un travail continu et jusqu'à ce qu'on arrive à la vision 25. Même plus, même la vision 30 000. Oui. 33 000. Et la même question à vous, Ladislas. Vous avez vous avez suivi de très près les instances de base. Est-ce qu'on peut dire que la compréhension des autorités, des dirigeants a évolué aussi? Ils sont conscients qu'ils sont là pour servir la population, parce que cela, le dialogue national Mouchikirano est né après une longue période de crise politique. Si nous retournons un peu en arrière, avant 1994, un dirigeant qui arrivait au pouvoir et qui avait un poste donné, c'était un poste à lui. Souvenez-vous de ce qu'on disait quand on donnait à quelqu'un une place, on lui disait, non, on lui a donné une assiette. Imbéhi en Kinyarwanda. Donc, il travaillait pour lui-même et personne ne devait lui demander de rendre compte de ce qu'il fait. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette évolution, on peut dire que les choses ont évolué chez les dirigeants? Ils sont conscients de leurs obligations? Il faut cadrer Moussicirano dans les réformes politico-administratives qui ont été introduites par le régime du Front patriotique rwandais. Parce que le Front patriotique rwandais, le FPR, avait un agenda, un programme politique qui mettait le citoyen au centre de décision et au centre d'intérêt du pays. Ça, c'était le moteur du Front patriotique rwandais au départ. Alors, toutes les réformes politiques administratives qui ont été introduites après 1994 se situent dans ce cadre-là. Umushyikirano, c'est pourquoi je disais que Umushyikirano va au-delà du dialogue. C'est parce que Umushyikirano non seulement permet de donner ce canal de communication réciproque entre les autorités, les dirigeants et les dirigés, mais il y a cette communion, il y a cette reddition de comptes, mais il y a aussi cette prise de décision qui est forgée par le citoyen lui-même. Oui. Et dans ce cadre-là, les autorités aussi, ce que j'ai toujours dit et je le répète encore, chaque société a les dirigeants qui reflètent la nature de la société. Parce que les autorités aussi sont les citoyens d'une société ou bien d'un pays quelconque. Si une société ou bien un pays est corrompu, on aura les autorités corrompues. Si une société ou bien un pays est purifié... En fait, un dirigeant, il est le produit de la société. Le dirigeant est le produit de la société. Ça, c'est un. Deuxièmement, le développement que nous avons enregistré dans le pays, au Rwanda, que ce soit au niveau politique, au niveau social, au niveau de l'éducation, au niveau politico-administratif et économique, c'est le développement de la communauté, c'est le développement des foyers, des ménages, et les autorités aussi sont le produit de ces ménages. Autant les citoyens ordinaires se développent,
autant nous aurons les autorités aussi qui reflètent le développement de leurs parents et de leur communauté. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a eu ce que je pourrais appeler la séparation des pouvoirs et des autorités, surtout dans l'exécutif. Oui. Il y a un moment où, avant le génocide de 1994, quand on était bourgmestre, on avait tout le pouvoir concentré dans les mains du bourgmestre. Il avait l'autorité politique, il avait l'autorité économique et il avait aussi l'autorité judiciaire. Oui. C'est pourquoi on disait le bourgmestre, il a le cachet, il a le cachot, il a le cache. Il s'était intriplessé. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il y a le maire, par exemple, de district, ou bien même le ministre au niveau du ministère, qui a un mandat politique. Il y a aussi les chargés des budgets, les ordonnateurs des budgets, des finances au niveau administratif. Cette séparation-là des pouvoirs a permis aussi de mettre en place les mécanismes de suivi et de contrôle. Et dans ce cadre-là, Umushyikirano aussi a permis de renforcer ce mécanisme de contrôle. Parce qu'à force que les citoyens, les autorités rendent des comptes publiquement, les citoyens aussi ont accès ou bien ont cette opportunité-là de poser des questions directement. Oui. C'est-à-dire les citoyens ordinaires, je dis bien ordinaires, parce qu'en principe, il y a ceux qui décident et il y a ceux qui n'ont pas de voix au chapitre, comme on dit. Mais au Rwanda, maintenant, avec Umushyikirano, on ne peut pas dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de voix au chapitre. Parce qu'avec Umushyikirano, chacun a droit à décider ou bien à poser des questions directement. Dans la tradition rwandaise, quand on avait le roi, il y avait ce qu'on appelait Kukarubanda. C'est-à-dire là où le roi allait publiquement rencontrer les citoyens en présence des chefs. Pour trancher les différends entre les citoyens. Pour trancher, mais aussi pour exposer les chefs devant les citoyens, pour rendre des comptes. En principe, Kukarubanda, en principe, quand on le dit aujourd'hui, on pense que c'est un espace méprisable, mais en principe, dans la culture rwandaise, ce n'était pas ça. C'était la reddition des comptes publics, là où le roi allait rencontrer les citoyens. Alors, vous demandez s'il y a eu des changements, je dis oui. Il y avait le temps où les citoyens, quand ils voyaient les autorités, les citoyens devaient courir, parce qu'ils pensaient que s'il y a l'autorité qui vient ici, eh bien, je suis en danger. Mais maintenant, en principe, quand les citoyens rencontrent les autorités, les citoyens deviennent confidents. Ils disent, c'est bien, vous venez, nous allons vous poser des questions, vous ne répondez pas, nous allons nous adresser au président de la République. Et ce cadre-là, c'est très important. Autant la société évolue, autant le Rwanda a évolué, autant la maturité des citoyens aussi a évolué. C'est pourquoi aussi le changement de mentalité des autorités publiques et privées a aussi changé. Parce que maintenant, la reddition des comptes ne se limite pas seulement sur le gouvernement. Oui. Il y a aussi la société civile, il y a les opérateurs privés aussi qui sont chargés, qui sont obligés de rendre des comptes de ce qu'ils font. Oui, donc le dialogue national est un cadre qui regarde la vie intégrale du pays. À ce propos, la 20e édition du dialogue national au Umushyikirano est revenue aussi sur l'autonomie du Rwanda. Et l'autonomie du Rwanda, non seulement du Rwanda, l'ambassadeur Mutaboba l'a dit, l'autonomie aussi de l'Afrique. Parce que le Rwanda, aujourd'hui, ne se regarde pas comme isolé des autres nations, des autres pays africains. Et comment est-ce que ce concept d'autonomie peut être compris aujourd'hui dans le contexte régional, international, ambassadeur Mutaboba? Permettez-moi d'ajouter quelque chose de très vite, rapidement, à ce que Ladislas a dit. Quand il parlait de notre parti, FPR, nous nous sommes mis d'accord que si on veut arriver à une bonne gouvernance, il faut que les gens se rendent compte que nous devons être transparents. La transparence était quelque chose de très important. Essayez de dire que après la transparence, vous devez être responsable. Donc, que personne ne vienne me dire, je ne sais pas qui avait, on cherche. C'est comme si on cherchait le coupable. On se dit non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, la responsabilité de chacun doit être justifiée et doit être vérifiable. Alors, dans ce cas, les gens disent, écoutez, si je rends compte de mes actes, qu'est-ce qu'il me faut encore? Il faut participer. Parce que vous avez la population là-bas qui vous regarde, mais elle ne vous regarde pas passivement. Oui. Ils sont supposés aussi être avec vous pour travailler. Et là, en quelque sorte, le pouvoir est sur vous.
Absolument. Et c'est là où se trouve la capacité de pouvoir répondre aux questions et aux besoins de toute la population. Et c'est comme ça que vous pouvez mesurer le développement que vous cherchez pour les autres. En question de l'autonomie du Rwanda, c'est une autonomie qui est dirigée, qui est fondée sur la dignité. La dignité. Oui. La dignité des Rwandais. Nous avons beaucoup souffert. Donc ça veut dire que vous devez absolument aussi axer le tout sur la résilience. Comment est-ce que vous pouvez survivre et accepter que ceci doit vous guider dans tout ce que vous faites, dans de ce que vous subissez, mais en même temps, économiquement, comment est-ce que vous allez vous développer? C'est là où est née la vision 2020. Oui. Donc, c'est dans un contexte de modèle de gouvernance pragmatique. Et c'est pour ça que je disais que toute l'Afrique devrait adopter ceci. Oui. Parce que si vous n'avez pas un modèle de ce genre, où vous avez des réformes que vous devez accepter, et que vous devez essayer de penser à toute la machine de l'État, inclus la population dont je parle, là, on ne pourra pas compter le pays ou les pays africains comme étant actifs dans le développement de leur population. Oui. Donc, voilà. Et alors, nous le disions, au cours de cette 20e édition du Dialogue national Mushikiwano, plusieurs thèmes ont été évoqués. Et la sécurité du Rwanda, la sécurité régionale a été aussi évoquée. Et à ce propos, je vais vous proposer un récit de ce qu'a dit le président de la République, Paul Kagame, une partie de son allocution sur la sécurité du Rwanda et les dangers et les défis de cette sécurité du Rwanda et de la région. Suivons ce reportage et nous allons revenir après. À l'ouverture du dialogue national Mushikiwano, tenu pour la 20e fois, le président de la République, Paul Kagame, a indiqué que les décisions et les orientations qui sont adoptées contribuent à faire franchir au pays une étape importante ouvrant la voie à d'autres réalisations. Le président Kagame a rappelé que dès sa création, l'objectif était de réfléchir ensemble en tant que pays à la manière de devenir autonome sans dépendre des autres et que sur cette base que doivent être construits les responsabilités et les engagements de chacun. Dans cette démarche d'autonomie nationale, le président Kagame a souligné que le progrès déjà accompli par le Rwanda ne doit pas conduire au relâchement car il reste encore beaucoup à faire. L'autonomie, c'est la vision, c'est l'objectif, c'est l'obligation qui nous anime tous et qui devrait nous animer. Le président Kagame a également affirmé que la situation et la configuration du pays exigent un travail assidu. Ainsi, les dirigeants sont tenus de respecter leurs obligations, de fournir aux Rwandais ce qui leur est dû, faute de quoi ils doivent en rendre compte. S'agissant de la sécurité régionale, notamment à l'est de la République démocratique du Congo, le président Kagame a réaffirmé que la guerre en République démocratique du Congo n'a jamais eu pour origine le Rwanda. Il a précisé qu'il s'agit plutôt d'une guerre déclenchée par des Congolais eux-mêmes. Cette guerre que vous entendez au Congo n'a pas été déclenchée par le Rwanda et n'est pas partie du Rwanda. Notez-le, au besoin, examinez-le. Ceux qui doutent encore, vous en saurez la vérité. Cette guerre est partie d'ailleurs et pas du Rwanda. Cette origine, je l'ai évoquée suffisamment à plusieurs reprises. Je n'y reviens pas. Il a été déclenché par le Congo et est venu d'ailleurs. L'arrangement qu'ils ont fait entre eux n'est pas là mon affaire. Le président Paul Kagame a aussi déclaré que le différend entre le Rwanda et la République démocratique du Congo est lié aux éléments de FDLR, responsables du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, qui continuent d'alimenter l'idéologie génocidaire et bénéficient du soutien des autorités congolaises, sur le regard indifférent de la communauté internationale.
many questions they ask is always Et parmi les nombreuses questions qu'on me pose souvent, combien d'Interahamwe y a-t-il au Congo? Combien de FDLR y a-t-il au Congo? Autrement dit, ce qu'il veut dire par là, c'est que nous avons transformé cela en un problème très grave, qui n'en est pas un. Certains disent même que certains d'entre eux sont âgés, sont dans les 90 ans. Mais quand vous dites qu'ils ont 90 ans, cela signifie qu'ils sont là. Et parmi ces personnes âgées de 90 ans, si elles ont formé des jeunes, les ont enrôlés dans ces groupes en leur transmettant cette idéologie, et qu'ils finissent par devenir des combattants des FDLR, comment l'âge de 90 ans pourrait-il être un argument qui ne tient pas? Alors ils me demandent, ils sont combien? La réponse simple que je leur donne immédiatement, c'est « Et pourquoi ne demandez-vous pas aux forces de l'ONU que vous avez déployées là-bas ?» why don't you ask the UN forces you put there? Depuis sa mise en place en 2003, le dialogue national Mushikiwano a servi de plateforme ouverte aux citoyens qui s'adressent à leurs dirigeants avec en tête le président de la République. Voilà, le président de la République, Paul Kagame, qui affirme que l'autonomie du Rwanda doit être une vision de tout un chacun. Et il est revenu aussi sur les problèmes sécuritaires de la sous-région. Il y a une guerre en République démocratique du Congo. Et avec vous, l'ambassadeur Mutaboba, le Rwanda est toujours pris pour un bouc émissaire de ces problèmes congolais. Comment comprendre cette situation qui perdure malheureusement? Bon, écoutez, je crois que vous posez la question à la mauvaise personne. Oui. Il faut plutôt leur poser la question. Les gens qui disent, les gens qui ne bougent pas, les gens qui n'évoluent pas dans leur position, qui n'évoluent pas dans leur estimation des menaces. Oui. Ce genre d'attitude, c'est plutôt... je cherche un mot valable pour ne pas être moins diplomatique. C'est vraiment coupable, je dois dire. Il faut que les gens se sentent visés parce que jusque-là, je vous donne un exemple que j'ai vécu parce que dans ma vie professionnelle, aux Nations Unies, nous avons assisté à des séances du Conseil de sécurité à maintes reprises. Oui. Résolution proposée, résolution votée. Je ne vous dis pas qui a proposé, qui a voté. Ce n'est pas nécessaire. Oui. Mais des résolutions, bon, des débats d'abord, des résolutions proposées et résolutions votées. Et adopté. Et adopté pour désarmer, neutraliser les FDLR. Pourquoi? Parce que tout le monde était d'accord, j'espère qu'ils le sont encore, même aujourd'hui, tout le monde était d'accord pour dire oui, c'est punissable, oui, ça doit terminer. Ces résolutions, je peux les énumérer toutes, mais elles sont nombreuses, l'une après l'autre, année après année. Tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons noté, se trouve quelque part, dans les tiroirs, mais rien ne se fait. Sont restées lettres mortes. Lettres mortes. Alors, je me pose la question de savoir maintenant, si rien n'est fait pour prendre une décision et la mettre en application, qui blâmer? Donc, les gens qui se retournent disent « Oh, mais voilà, non, le Rwanda, les troupes de Kagame, ils disent n'importe quoi. Hein? Ils sont au Congo. » Ah, pourquoi? Pourquoi sont-ils? Et pourquoi seraient-ils au Congo? Cette question doit avoir une réponse. Oui. Et la réponse se trouve dans ce qu'ils ont échoué de faire, dans ce qu'ils n'ont pas voulu faire. Donc, parler seulement comme ça, prendre une décision, mettre ça dans le tiroir, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est de l'hypocrisie pure et simple.
Alors, si vous n'avez pas pris en compte la sécurité du Rwanda, eh bien, les Rwandais devraient prendre la sécurité de leur pays en main. Ils ont le droit de se défendre. Ils ont le droit de se défendre. Ils ont le droit de se défendre. Même la Charte des Nations Unies le dit. Je crois que c'est le numéro 50-51. Si vous avez le droit de poursuite. Oui. Si on prend cela à la lettre, évidemment, aujourd'hui, je commence à douter puisque les conventions internationales ne sont plus respectées telles que ça a été voté. Oui. Mais si j'ai un problème de sécurité pour mon pays, pour ma population, mes populations, je ne devrais pas attendre que quiconque vienne me dire ce qu'il faut faire. Là-dessus, si vous suivez aussi la sécurité, la politique régionale, le président Kagame l'a bien souligné, cette guerre de la République démocratique du Congo n'est pas partie du Rwanda. Le Rwanda n'est pas à l'origine de cette guerre. Et alors la même question continue toujours de se poser. Pourquoi le Rwanda est toujours pointé du doigt? Il est pris pour bouc émissaire de ces problèmes. Et dans vos analyses, qu'est-ce qui motive ces accusations répétées quotidiennement? Écoute, nous avons été formés à croire au multilatéralisme, ce en quoi je ne crois plus. Parce que les mises en cause aujourd'hui? Le multilatéralisme n'existe presque plus. Voilà. Parce que le multilatéralisme, c'est une idéologie, ce sont des principes et ce sont des valeurs. Et ces principes et ces valeurs ont été mis en place par les grandes puissances qui les ont contestés elles-mêmes. Alors, si ceux qui ont décidé des principes de multilatéralisme questionnent cela ou bien ne respectent plus ces principes-là, c'est-à-dire que ce multilatéralisme, en principe, n'est plus là. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'essaie d'être réaliste et pragmatique. Nous avons été formés à croire aux théories et aux principes, mais la réalité, il y a la nouvelle théorie du réalisme politique, le réel politique. C'est-à-dire maintenant, c'est la jungle. Il faut se défendre ou bien il faut périr. Parce que ce qui était supposé, quand la Charte des Nations Unies a été adoptée en 1945, en principe, il y avait les grandes puissances, le groupe des 5, en principe, qui avaient gagné la Deuxième Guerre mondiale. Et à ce moment-là, ils voulaient d'abord se protéger entre eux et puis avoir une parapluie de la communauté internationale. Et la communauté internationale, c'était mou. Je me demande qu'est-ce que la communauté internationale en principe. Parce que la communauté internationale, quand on dit de la communauté internationale, ce sont les grandes puissances elles-mêmes qui se croient à la communauté internationale. Alors que le Rwanda maintenant soit pris de bouc émissaire, c'est parce que cette communauté internationale a échoué et elle ne veut pas admettre ses échecs. Et la communauté internationale n'a pas échoué parce qu'elle n'a pas de force pour s'imposer, mais elle a échoué à cause de ce que je pourrais appeler, en âme et conscience, conflit d'intérêts. Le Congo, il y a eu d'abord échec politique du pays, la République démocratique du Congo. La politique interne du pays. La politique interne du pays. C'est la faillite interne d'un État. Ça, c'est un. Et deuxièmement, il y a la communauté internationale qui s'est donné le mandat, la responsabilité de préserver l'ordre mondial, qui a failli à sa mission. Et pourquoi elle a failli à sa mission? C'est parce que cette communauté internationale, je dis bien cette communauté internationale, profite et bénéficie de cette faillite de cet État interne. Et comme cet État interne a failli, la communauté internationale en profite, ou bien les grandes puissances en profitent pour tirer des profits. Et je dirais qu'en principe, ces grandes puissances-là, d'une façon ou d'une autre, sont manipulées par les dirigeants de cette autorité ou bien de cet État failli. Ils sont manipulés d'une façon ou d'une autre. Et je dis bien que le Rwanda devient victime de ce complot, mais aussi devient victime de cet échec de la communauté internationale. Et cet échec-là est dû
au conflit d'intérêts qui a même paralysé la prise de décision au sein de cette communauté internationale. Et peut-être pour terminer, est-ce qu'il y a lieu d'être optimiste, mais que finalement ce conflit qui s'éternise prendra fin? Et est-ce que les pays africains, les nations africaines qui vont bientôt se réunir à Addis Abeba, est-ce qu'ils ont quelque chose à faire là-dessus, là où la communauté internationale a échoué, comme vous le dites? Est-ce qu'on peut espérer que l'Union africaine, les nations africaines, les pays africains peuvent faire quelque chose? À mon avis, nous avons, quand je dis nous les Africains, nous avons tout ce qu'il faut pour résoudre le problème du Congo et pour stabiliser cette région. Mais compte tenu de la géopolitique, de la réalité internationale maintenant, il y a des raisons de s'inquiéter. Mais nous avons tout ce qu'il faut. Ce qui nous manque, je pense qu'il y a 3 choses qui nous manquent. En principe, je me garde de dire 2 choses, parce que quand vous dites 2 choses, parfois il y a de la division. Oui. Et je préfère aller au-delà de 2. Oui. Il y a d'abord l'aspect de la politique interne du Congo. Il faut que les Congolais prennent responsabilité de leurs échecs, de leurs problèmes, et qu'ils mettent en place des mécanismes pour résoudre leurs problèmes internes. Et deuxièmement, il y a le problème de bonne foi. Si les autorités congolaises assument leurs responsabilités et que les partenaires s'engagent de bonne foi, ce sont les 2 principes. Et troisièmement, il faut que l'ingérence internationale cesse. Ces 3 choses, s'ils sont prises en considération, à mon avis, le problème de la République démocratique du Congo serait résolu. Mais alors, je lisais hier, ou bien avant-hier, je ne me souviens pas très bien, le communiqué qui a été signé ou bien émis par le président de la Commission africaine après que le M23 a bombardé le domaine militaire, là où les drones et les avions de chasse de la RDC avaient siège à l'aéroport de Kisangani. Le président de la Commission africaine a immédiatement pris parti pour condamner le M23, pour dire que le M23 a attaqué avec les drones, a attaqué un aéroport civil. Mais avec tout ce qui a été rapporté, il n'y a aucun civil qui a été tué. Il n'y a pas d'avion civil qui a été touché. Ce n'est que le domaine militaire et qui était utilisé militairement pour bombarder le M23 et leurs positions en tuant les civils dans les zones libérées par le M23. Et le président de la Commission africaine aussi, c'est pourquoi je dis qu'il y a à s'inquiéter. Parce que le président de la Commission africaine, au lieu de condamner directement le M23 sans mener des enquêtes approfondies pour avoir toutes les informations, il s'est précipité pour condamner. Au lieu de faire des investigations pour avoir des informations précises, et je dis cela parce que ce qui inquiète, c'est que le président de la Commission de l'Union africaine qui a émis cette déclaration-là, l'année prochaine bientôt, nous aurons le président du Burundi qui va prendre la présidence de l'Union africaine. Cette année-ci, en 2026. Alors il y a à s'inquiéter si le président de la Commission africaine prend parti immédiatement, sans faire les investigations pour trouver des informations vérifiables, et s'il va travailler de concert, ensemble avec le président d'Alchimie comme le président de l'Union africaine au cours de cette année-ci, alors que ce conflit-là perdure, je m'inquiète que l'Union africaine aussi ne sera pas à hauteur de résoudre ce conflit. Ce qui concerne l'Union africaine, nous aurons le temps d'en parler. En un mot, l'ambassadeur Moutaboba, peut-on être optimiste que ce conflit prendra fin bientôt? En quelques secondes. Le conflit peut prendre fin bientôt si on fait ce qu'on n'a pas voulu faire. C'est ce qu'on devait faire. Oui. C'est étudier, confronter le problème en face. Quelles sont les causes profondes du problème? Appelons Chacha. Je vais éviter les gros mots. Oui. Mais il faut qu'on se dise la vérité. D'où c'est venu? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour moi, ça c'est la condition sine qua non. Si on continue à sauter, à blâmer le Rwanda, etc., non. Ça c'est un jeu d'enfant, c'est un jeu qui ne va pas donner de solution. Mais le jour où, et le Congo lui-même, c'est surtout le Congo, oui. L'Union africaine, les Nations Unies, tout le monde, malgré les intérêts de chacun,
il faut que les gens comprennent que les Congolais aussi ont des intérêts. Oui. Donc à ce moment-là, si vous mettez votre main sur votre cœur et dites laissons les Congolais résoudre leurs problèmes, peut-être qu'à ce moment-là, les gens vont dire ils connaissent leurs problèmes. Laissez-les prendre des décisions pour les résoudre en profondeur au lieu de continuer à escamoter et dire c'est facile, on va blâmer le Rwanda, on va blâmer le président Kagame, on va blâmer les ADF, etc. Et toute la communauté internationale danse et chante là-dessus. Ce n'est pas ça la façon de résoudre les problèmes. Espérons que cette gouvernance responsable dont jouit le Rwanda aujourd'hui va continuer et sera imitée par plusieurs nations africaines, les pays africains, et que tous les pays prennent leur destin à main, et ça va permettre au continent africain de jouir de cette autonomie dont nous parlions et de résoudre les problèmes du continent africain au lieu d'aller chercher ailleurs des solutions qui ne sont pas efficaces et qui sont parfois des solutions illusoires. En tout cas, merci à nos deux invités, l'ambassadeur Joseph Mutaboba, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est avec plaisir. À vous également, Ladislas Ngendaimana, merci d'être avec nous dans cette émission. C'est mon plaisir d'être avec vous. Et à vous, chers fidèles de la télévision rwandaise, de l'émission Majuscule Propos, merci d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous, la télévision rwandaise reste à votre compagnie.